Ma femme m'a trompé avec mon frère pendant 2 ans, et mes enfants les ont aidés à garder le secret. Alors j'ai trouvé le téléphone caché dans la chambre de ma fille et j'ai lu les messages. Ma femme avait une liaison avec mon frère et mes enfants. Ils les ont aidés à le cacher pendant 2 ans comme si c'était un secret de famille que je ne méritais pas de connaître. Alors, j'ai tout vendu. J'ai disparu à l'autre bout du pays. Et ce que j'ai fait ensuite? J'ai brisé leur fantasme d'image parfaite pour de bon. Eh bien, chers lecteurs, attachez vos ceintures parce que ça va être long. J'écris ceci depuis mon chalet dans les Alpes, à des milliers de kilomètres de la vie que j'ai incendiée il y a 6 mois. Demain matin, mon ex-femme se réveillera dans son studio avec un avis d'expulsion. Mon frère découvrira que son camion a été saisi. Et mes enfants, ils comprendront enfin que leur papa n'est pas aussi stupide qu'ils le pensaient. Certains d'entre vous pensent probablement que c'est un autre fantasme de vengeance. Croyez-moi, j'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais pouvoir fermer cet ordinateur portable, retourner à mon ancienne vie et prétendre que rien de tout cela n'est arrivé. Mais la réalité a une drôle de façon de vous forcer la main lorsque les personnes que vous aimez le plus décident de vous trahir de la manière la plus spectaculaire possible. Mais laissez-moi vous raconter comment un gamin de la classe ouvrière de Lille a bâti un empire pour ensuite voir sa propre famille essayer de le lui voler sous son nez. Spoiler, ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Je m'appelle Julien, 41 ans. J'ai grandi dans la misère la plus totale dans le nord de la France. Mon père travaillait à l'usine jusqu'à ce que son dos le lâche quand j'avais 15 ans. Ma mère nettoyait des bureaux la nuit pour qu'on ait à manger. Une histoire touchante, n'est-ce pas? J'ai commencé à travailler dans la plomberie commerciale à 16 ans. Ce qui devait être un job d'été est devenu la vocation de ma vie. À 22 ans, j'avais mon brevet de maîtrise de plombier. À 25 ans, j'avais lancé ma propre entreprise de plomberie et de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, avec 5 000 € empruntés sur le fonds de retraite de mon père, car apparemment j'étais assez ambitieux pour penser que je pouvais faire quelque chose de moi-même. Quelle naïveté! J'ai rencontré Sophie à un salon professionnel en 2001. Elle avait 23 ans, fraîchement sortie de l'université, et travaillait dans la vente pour un fournisseur de plomberie. Blonde, menue, elle avait cette façon de vous faire sentir comme la personne la plus importante du monde quand elle voulait quelque chose. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. Grosse erreur numéro 1. Je pensais que ses goûts de luxe se calmeraient après le mariage. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Ça ne l'est jamais. Sophie n'a jamais eu de vrai travail après la naissance de notre fils Marc en 2005. Elle disait vouloir être une mère présente. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était dépenser mon argent. Vêtements de créateur, voitures de luxe, adhésion au country club. Je me suis démené 70 heures par semaine pour financer son style de vie parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bons maris. Erreur classique, vraiment. Mais bon, j'étais jeune et stupide. En 2010, mon entreprise réalisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Nous avions 27 employés, possédions notre équipement et je venais d'acheter à Sophie la maison de ses rêves, une demeure de 400 mètres carrés en banlieue pour 650 000 €. Notre fille Léa est née cette année-là. De l'extérieur, la vie semblait parfaite. C'est là que j'ai fait ma deuxième grosse erreur. J'ai embauché mon jeune frère, Daniel, comme directeur des opérations. Daniel avait 35 ans, 3 ans de moins que moi, et avait enchaîné les petits boulots toute sa vie. Un beau parleur qui avait toujours une excuse pour expliquer l'échec de sa dernière entreprise. Il avait perdu un poste de commercial parce que son manager se sentait menacé par son succès. Il s'était fait virer d'une entreprise de construction parce qu'il n'appréciait pas ses idées novatrices. Chaque échec était la faute de quelqu'un d'autre, jamais la sienne. J'avais pitié de lui. Nos parents l'avaient toujours comparé à moi, et je pensais qu'en lui donnant une vraie chance, je l'aiderais à enfin mettre de l'ordre dans sa vie. Maman disait des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère Julien ?» et « Julien ne nous a jamais causé ce genre de problème. » Je me suis dit que si je pouvais juste donner à Daniel une chance de faire ses preuves, peut-être qu'il trouverait enfin sa voie. Oh, l'ironie. J'étais tellement occupé à essayer d'être le bon frère que j'ai manqué tous les signes avant-coureurs. Daniel était bon avec les clients. Je dois lui accorder ça. Il pouvait charmer n'importe qui pour lui faire signer un contrat.
Il avait cette façon de faire en sorte que les gens se sentent comme son meilleur ami en moins de 5 minutes de conversation, mais il était paresseux quand il s'agissait du travail réel. Il disparaissait pendant des heures, prétextant développer des pistes ou entretenir des relations avec les clients. Je m'occupais de la partie technique tandis qu'il gérait les ventes et les relations clientèle. Sa femme, Isabelle, était douce, calme, travailleuse, le genre de femme qui méritait mieux que ce qu'elle a eu. Ils avaient 2 jeunes enfants, et je me suis convaincu que j'aidais ma famille en donnant de la stabilité à Daniel. Pendant 8 ans, j'ai porté cette entreprise sur mes épaules pendant que Daniel s'attribuait le mérite des ventes qu'il concluait. Sophie dépensait l'argent comme s'il allait disparaître. Les enfants ont grandi en pensant que leur père était un distributeur de billets. Je me suis convaincu que c'était ça, le succès. Pourvoir aux besoins de ma famille, construire quelque chose de durable. Puis, il y a 2 ans, tout a commencé à s'effondrer. Et par s'effondrer, je veux dire que ma famille a décidé de me poignarder dans le dos pendant que je travaillais d'arrache-pied pour les soutenir. Premier signe que quelque chose n'allait pas. Sophie s'est inscrite à un studio de yoga hors de prix. 200 € par mois pour du yoga chaud et de la méditation. Elle a commencé à acheter des tenues de sport qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Des tenues de créateurs de partout. Des brassières de sport à 70 €. Des leggings à 130 €. Des tapis de yoga plus chers que mes chaussures de travail. Elle disait qu'elle se trouvait. Quelle originalité. Une mère de banlieue de 40 ans en pleine prise de conscience spirituelle. Je suis sûr que cette histoire n'a jamais été racontée auparavant. Le studio de yoga est devenu sa 2e maison. Cours du matin, cours du soir, atelier le week-end. Elle rentrait à la maison rayonnante, parlant de sa pratique et de combien elle se sentait mieux dans sa peau. Elle a commencé à faire des cures détox, à acheter des produits bio hors de prix, à lire des livres de développement personnel sur la vie authentique et comment se libérer des croyances limitantes. J'aurais dû prêter plus d'attention à cette dernière partie. Daniel a commencé à venir plus souvent à la maison, des visites familiales qui avaient lieu quand j'étais sur des chantiers. Sophie mentionnait nonchalamment que Daniel était passé pour prendre de nos nouvelles ou discuter de choses du travail. Oh, Daniel est passé vers midi. On a revu les détails du projet Henderson. Ou, ton frère était là tout à l'heure. Il voulait s'assurer qu'on allait bien pendant que tu travailles autant. Toujours une raison. Toujours parfaitement innocent. Je travaillais 12 heures par jour pour suivre la demande. Alors, j'appréciais que Daniel veille sur ma famille. Quel imbécile j'étais. Les enfants ont commencé à agir différemment, aussi. Marc, maintenant âgé de 17 ans, devenait nerveux quand je rentrais à la maison à l'improviste. Léa, 14 ans, a commencé à passer plus de temps dans sa chambre. Les dîners de famille sont devenus des moments tendus où tout le monde semblait marcher sur des œufs. Les dépenses de Sophie ont augmenté de façon spectaculaire. Une nouvelle voiture, une DS7 Crossback à 60 000 €, parce que sa voiture précédente de 3 ans n'était plus fiable. Peu importe que la voiture n'ait que 35 000 km et ne nous ait jamais posé le moindre problème. Rénovation de la cuisine, 40 000 € pour des comptoirs en granit et des armoires sur mesure parce que notre cuisine parfaitement fonctionnelle était démodée et embarrassante quand les amis viennent. Le renouvellement de sa garde-robe est devenu un événement mensuel. Des sacs à main de créateurs qui coûtaient plus cher que le prêt immobilier de la plupart des gens. Des chaussures qu'elle portait une fois et oubliait. Des bijoux pour des occasions spéciales qui ne semblaient jamais se produire, ou du moins qui ne semblaient jamais m'inclure. Les week-ends au spa avec sa sœur sont devenus des semaines au spa dans des complexes de luxe. Les factures de cartes de crédit étaient stupéfiantes. 8 000 € un mois aux Galeries Lafayette, 12 000 € le mois suivant, répartis entre le bon marché et des boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je remettais en question les dépenses, elle explosait comme si j'avais insulté toute sa famille. J'ai abandonné ma carrière pour cette famille. J'aurais pu être quelqu'un si je n'avais pas tout sacrifié pour élever tes enfants et soutenir tes rêves. L'ironie, c'est que ça, carrière, avait été un poste de débutante dans la vente chez un fournisseur de plomberie. Elle agissait comme si elle avait renoncé à être PDG d'une entreprise du CAC 40. Je mérite d'avoir de belles choses. Toutes mes amies ont de belles choses. Tu es contrôlant et radin. Les disputes se terminaient toujours de la même manière, je m'excusais et elle obtenait tout ce qu'elle voulait, plus un petit extra pour la détresse émotionnelle que j'avais causée en questionnant ses dépenses, car apparemment,
demander où va notre argent fait de moi le méchant. Le comportement de Daniel a changé aussi. Il a commencé à faire des commentaires sur le fait que je travaillais trop et que je devrais profiter davantage de la vie. Il a suggéré que je prenne plus de temps libre, que je le laisse gérer davantage les opérations quotidiennes. Sa femme, Isabelle, semblait mal à l'aise en présence de Sophie lors des réunions de famille, mais j'ai pensé que c'était la tension habituelle entre belles-sœurs. L'intimité s'est tarie. Sophie prétendait être fatiguée, stressée, traverser des changements hormonaux. Pendant ce temps, elle était plus belle que jamais. Elle s'entraînait 6 jours par semaine, se faisait faire des soins du visage, s'habillait comme si elle essayait d'impressionner quelqu'un. Tiens, je me demande bien qui ça pouvait être. Je me suis plongé encore plus dans le travail. Je me suis dit que si je pouvais juste faire grossir l'entreprise, gagner plus d'argent, tout se stabiliserait. J'ai ajouté une division électrique, acheté 3 nouvelles camionnettes de service, embauché 8 autres techniciens. Le chiffre d'affaires a atteint 4,5 millions d'euros en 2022. Rien de tout cela n'avait d'importance. Plus je réussissais, plus ma famille s'éloignait. C'est presque comme s'il planifiait quelque chose dans mon dos. Il y a 3 mois, Léa a demandé à emprunter ma tablette pour un projet scolaire. Elle a dit que la sienne était en train de charger. Je suis allé dans sa chambre pour la prendre sur son bureau et j'ai renversé une pile de manuels scolaires. Derrière eux se trouvait un vieux téléphone que je ne reconnaissais pas. La curiosité est un vilain défaut. Le téléphone n'était pas verrouillé. Les messages récents montraient qu'il appartenait à Sophie. Apparemment, son téléphone secret pour coordonner avec Daniel. Ce que j'ai trouvé dans ces messages a détruit 20 ans de mariage et 8 ans de confiance en mon frère. Ils ne faisaient pas que coucher ensemble. Ils planifiaient ma destruction complète. 2 ans de messages entre Sophie et Daniel. Des discussions détaillées sur la façon dont je les freinais et comment ils méritaient d'être ensemble. Des plans sur ce qu'ils feraient une fois que je serais hors du tableau. Des conversations sur ma personnalité de bourreau de travail et comment je ne le verrais jamais venir parce qu'il a toujours été trop confiant. Sophie m'appelait, ce plombier têtu, dans plusieurs messages. Elle disait que j'étais trop stupide pour remarquer ce qui se passait sous mon propre nez et trop ennuyeux pour garder une femme intéressée à long terme. Daniel me désignait comme « la machine à fric ». Bon pour financer leur style de vie, mais pas assez intelligent pour réaliser que j'étais utilisé. Un fil de discussion qui m'a particulièrement blessé datait de Noël dernier. Pendant que je travaillais sur un appel d'urgence la veille de Noël, une canalisation éclatait dans une maison de retraite qui aurait laissé des résidents âgés sans chauffage. Ils s'envoyaient des textos sur le pathétique de mon choix de travailler plutôt que d'être en famille et sur le fait que je méritais d'être seul. J'étais littéralement dehors par un froid glacial, à genoux dans un vide sanitaire, à m'assurer que des personnes âgées ne gèlent pas, et ils se moquaient de moi pour ça. N'est-ce pas adorable? Les photos étaient pires. Sophie en lingerie que je n'avais jamais vue. Daniel dans mon bureau après les heures de travail. Tous les deux dans mon lit. Le lit que j'avais acheté avec l'argent de journées de 16 heures et de mains ensanglantées. Mais le pire, c'est que les enfants savaient. Marc les avait couverts, effaçant les enregistrements de sécurité de notre système domestique quand Daniel venait pendant les heures de travail. J'avais installé ce système pour protéger ma famille, et mon propre fils l'utilisait pour me trahir. Léa inventait des histoires élaborées sur les allées et venues de Sophie. Maman est au club de lecture. Maman est allée faire du shopping avec tante Linda. Maman prend un café avec madame Henderson d'à côté. Tous des mensonges, tous coordonnés, tous livrés avec le sourire innocent d'une jeune fille de 14 ans qui aurait dû s'inquiéter de ses devoirs de maths, pas de couvrir l'adultère de sa mère. Ils avaient une discussion de groupe. Sophie, Daniel, Marc et Léa. Des noms de code pour tout. J'étais, le patron. Daniel était, tonton D. Leur rendez-vous était des, sessions de révision. Mes voyages d'affaires étaient des, opportunités en or. Mes longues nuits au travail étaient des, laissez-passer. Les messages de mes enfants m'ont fait plus de mal que tout ce que Sophie et Daniel avaient écrit. Marc demandant, la voie est libre, quand j'étais en retard d'un chantier. Léa envoyant, c'est bon. P est encore au travail, quand j'appelais pour dire que je serais à la maison après 20 heures. Mes propres enfants étaient complices de la liaison de ma femme avec mon frère. Laissez ça vous imprégner un instant. C'étaient les enfants à qui j'avais appris à faire du vélo,
que j'avais aidé pour leurs devoirs, emmenés au match de foot et au spectacle de danse. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur donner tout ce qu'ils voulaient, et ils m'ont remercié en aidant à détruire notre famille. Il y avait des messages sur mes habitudes personnelles, mon apparence, même des détails intimes sur notre mariage que Sophie n'avait aucun droit de partager. Ils se moquaient de mes vêtements de travail, riaient de mes histoires ennuyeuses de chantier, se moquaient de mes tentatives de passer du temps en famille en suggérant des activités le week-end. Un fil de discussion particulièrement douloureux datait de la fête des pères de l'année dernière. Pendant que je cuisais des hamburgers pour ce que je pensais être une belle fête de famille, ils s'envoyaient des textos sur le côté factice de tout ça et comptaient les minutes avant de pouvoir revenir à la normale. J'avais été si fier ce jour-là, pensant à la chance que j'avais d'avoir une famille si unie. Je suis resté assis dans la chambre de Léa pendant 2 heures, à faire des captures d'écran de tout, des informations sur les comptes bancaires dont ils avaient discuté, même de leur calendrier pour me sortir de leur vie. Ils avaient prévu de me pousser à la dépression pour que Sophie puisse divorcer et prendre la moitié de tout. Ensuite, elle et Daniel pourraient être ensemble ouvertement. Le dernier message que j'ai capturé était de Sophie à Daniel, envoyé seulement 3 jours plus tôt. J'y deviens méfiant à propos des dépenses. Nous devons être plus prudents. Il est peut-être temps de passer à l'action. Il prévoyait de me détruire financièrement et personnellement, de me faire perdre tout ce que j'avais construit, puis de fondre sur la proie pour prendre le contrôle. Quand je me suis finalement levé, mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais étrangement calme, comme si tout prenait soudain un sens parfait. J'ai remis le téléphone exactement où je l'avais trouvé, je suis descendu et j'ai trouvé ma famille en train de dîner. Sophie m'a souri brillamment et m'a demandé comment s'était passée ma journée. Daniel était là, buvant mon soda, plaisantant sur un client qui avait essayé de négocier nos prix à la baisse. Les clients pensent que le travail de plomberie est facile, dit-il en riant. Ils ne comprennent pas la compétence que ça demande. Non, ai-je convenu, en le regardant droit dans les yeux. Ils ne la comprennent vraiment pas. Marc a demandé si je pouvais l'aider avec ses dossiers d'inscription pour l'université ce week-end. Léa voulait de l'argent pour un voyage scolaire au ski. Sophie a mentionné qu'elle nous avait réservé une table pour samedi soir au nouveau restaurant de grillade en ville. J'ai joué le jeu parfaitement, j'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai fait des plans que je savais que je ne tiendrais jamais. À l'intérieur, je planifiais déjà leur destruction. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier le projet le plus important de ma vie, la démolition systématique de tous ceux qui m'avaient trahi. Étape 1, la collecte de renseignements. Je ne pouvais pas leur faire savoir que je savais, donc je devais être malin pour recueillir des preuves. Pendant le mois suivant, j'ai tout documenté. J'ai utilisé mon téléphone professionnel pour photographier le contenu du téléphone secret chaque fois que j'y avais accès. J'ai installé une caméra cachée dans mon bureau à domicile après avoir remarqué que Daniel fouillait dans mes dossiers. Il s'est avéré qu'il photographiait des documents financiers et des contrats clients. J'ai créé une chronologie détaillée de leur liaison en utilisant les relevés de cartes de crédit et les enregistrements de sécurité qu'ils avaient manqués. Les enregistrements étaient particulièrement accablants. La voiture de Daniel dans mon allée à des heures étranges. Lui entrant par la porte de derrière comme s'il était chez lui. Sophie l'accueillant dans des vêtements qu'elle changeait avant que je ne rentre. Sophie a rendu les choses faciles. Son arrogance était stupéfiante. Elle réservait des chambres d'hôtel sur notre carte de crédit commune, prétendant que c'était pour des week-ends entre filles qui n'incluaient jamais de filles. Les frais d'hôtel étaient toujours pour une seule personne, toujours les jours où Daniel avait également pris des jours de congé personnel. Elle achetait de la lingerie et la facturait sur notre compte. De la lingerie que je ne l'ai jamais vue porter. Elle a même offert des cadeaux coûteux à Daniel et les a listés comme « cadeaux de famille » sur les relevés de carte de crédit. Un achat particulièrement insultant était une cravate en soie à 300 € qu'elle lui a achetée pour la fête des patrons. Apparemment, je payais les cadeaux pour célébrer le fait que mon frère prenait ma place de plus d'une manière. Car, apparemment, j'étais trop stupide pour lire les relevés de carte de crédit. La femme qui m'avait qualifié de génie financier pour avoir bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros pensait en quelque sorte que je ne pouvais pas comprendre des mathématiques de base. Daniel était tout aussi négligent. Il utilisait les véhicules de mon entreprise pour des voyages personnels afin de rencontrer Sophie. J'avais un suivi GPS sur toutes les camionnettes, donc je pouvais voir exactement où il allait et quand. Il facturait des dîners romantiques sur sa carte de crédit d'entreprise.
Des dîners qui avaient lieu les mêmes soirs où Sophie prétendait être au club de lecture ou à des ateliers de yoga. Il avait de longs appels téléphoniques personnels pendant les heures de travail que le système téléphonique de mon bureau enregistrait. Il a même utilisé le papier à en-tête de l'entreprise pour des notes personnelles. J'ai trouvé des copies dans son bureau quand je suis arrivé tôt un samedi. Des lettres d'amour écrites sur mon papier à lettres commerciales, avec du matériel que j'avais payé, pendant les heures où je le payais pour travailler. L'implication des enfants a été la chose la plus douloureuse à documenter. Marc avait effacé les enregistrements de sécurité pendant 18 mois. J'ai récupéré la plupart d'entre eux depuis la sauvegarde dans le cloud dont il ignorait l'existence. Léa avait créé de faux messages sur les réseaux sociaux pour donner des alibis à Sophie. Des photos datant de plusieurs mois repostées avec les dates actuelles pour faire croire que Sophie était à divers événements alors qu'elle était en fête avec Daniel. Mon fils avait appris à mentir comme un professionnel. Ma fille était devenue une maîtresse de la manipulation à 14 ans. Leur mère les avait transformés en criminels. Étape 2, la préparation financière. Je ne pouvais pas simplement disparaître comme dans un fantasme d'Internet. J'avais des employés, des contrats, des obligations légales. Mais je pouvais tout restructurer pour protéger ce que j'avais construit. J'ai commencé par consulter 3 avocats différents. J'ai appris que l'adultère a encore de l'importance dans notre pays, surtout lorsqu'il implique des membres de la famille et une fraude financière. Les preuves que j'avais rassemblées n'étaient pas seulement la preuve d'une tromperie. C'était la preuve d'un complot. J'ai créé une nouvelle société, complètement séparée de mon entreprise principale. J'ai commencé à transférer des actifs personnels dans la nouvelle entité. J'ai vendu ma voiture de collection et ma moto en privé. J'ai déposé l'argent liquide sur un nouveau compte dans une autre banque. J'ai liquidé certains investissements, prétextant vouloir me diversifier quand Sophie a demandé. Elle ne demandait pas souvent. Sophie avait cessé de prêter attention à nos finances des années auparavant, sauf quand elle voulait dépenser de l'argent. Tant que ses cartes de crédit fonctionnaient et que son budget shopping restait illimité, elle ne se souciait pas d'où venait l'argent. Étape 3, la restructuration de l'entreprise. Je ne pouvais pas simplement renvoyer mon frère sans motif. Il n'était pas techniquement un employé au sens traditionnel du terme, plutôt un partenaire. Mais je pouvais documenter ses échecs et créer une trace écrite qui justifierait son renvoi. J'ai promu 2 de mes techniciens seniors les plus fiables au poste de directeur des opérations. J'ai commencé à leur donner plus de responsabilités, un meilleur salaire, des parts dans l'entreprise et des projets futurs. J'ai intégré de la redondance dans chaque système pour que l'entreprise puisse fonctionner sans Daniel. Pendant ce temps, j'ai documenté chacun des échecs de Daniel, son habitude de disparaître lors de réunions clients importantes, son incapacité à gérer les aspects techniques de l'entreprise, sa tendance à faire des promesses aux clients sans me consulter d'abord. J'ai aussi découvert que Daniel détournait de petites sommes, mais de manière constante, en utilisant les cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles, en déclarant de faux repas d'affaires, et même en facturant des réparations de sa voiture personnelle à l'entreprise. J'ai laissé faire tout en documentant tout. Étape 4, la partie la plus difficile, prétendre que tout était normal pendant que ma famille planifiait ma destruction. Pendant 2 mois, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais Julien, chef d'entreprise à succès et père de famille dévoué. La nuit, j'étais un homme qui se préparait à la guerre. Le comportement de Sophie est devenu de plus en plus audacieux. Elle rentrait du yoga avec les cheveux en désordre et des marques suspectes sur le cou. Elle a commencé à recevoir des cadeaux coûteux, bijoux, sacs à main, parfums, qu'elle prétendait venir de sa sœur ou de folie de week-end entre filles. Les reçus que j'ai trouvés montraient que Daniel avait tout acheté. Elle est devenue plus exigeante et cruelle. Elle se plaignait constamment que notre maison était démodée par rapport à celle de ses amis. Elle voulait une rénovation de la cuisine qui coûterait 90 000 €. Elle insistait sur le fait que nous avions besoin d'une résidence secondaire dans les Alpes parce que, les gens qui réussissent ont plusieurs propriétés. Quand j'ai suggéré que nous devrions être plus conservateurs avec les dépenses, elle a explosé. Je ne t'ai pas épousé pour vivre comme des pauvres. J'aurais pu épouser n'importe qui, mais je t'ai choisi parce que je pensais que tu avais de l'ambition. N'importe qui, ai-je demandé. Des hommes avec de l'argent, du vrai, s'intéressaient à moi, dit-elle froidement. Des banquiers d'affaires, des médecins, des avocats. Je me suis contenté d'un artisan parce que je pensais que tu deviendrais quelque chose de plus. Un artisan.
Après que j'ai bâti une entreprise de plusieurs millions d'euros, lui ai acheté tout ce qu'elle avait toujours voulu, et me suis tué au travail pour financer son style de vie, j'étais toujours juste un artisan dans son esprit. Charmant. Le masque de Daniel est tombé aussi. Il a commencé à faire des commentaires sur le fait que je freinais tout le monde avec mes méthodes démodées. Il a suggéré que nous devrions nous développer plus rapidement, nous endetter davantage, embaucher des travailleurs moins chers. Ces idées nous auraient mis en faillite en 2 ans. Il a également commencé à agir comme s'il possédait la moitié de l'entreprise. Julien, j'ai besoin que tu t'occupes personnellement du chantier Johnson. J'ai des réunions tout l'après-midi. Julien, peux-tu rester tard et finir l'inventaire? J'ai promis à Isabelle que je serais à la maison pour le dîner. Les réunions étaient avec Sophie. Le dîner avec Isabelle était en fait un dîner avec Sophie. Je le savais parce que j'avais commencé à suivre sa position grâce au système GPS des véhicules de l'entreprise. Marc a commencé à devenir plus agressif concernant la planification de ses études. Papa, j'ai besoin que tu te portes garant pour des prêts étudiants. Les frais de scolarité à l'université sont de 25 000 € par an. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà découvert qu'il avait été accepté dans 3 universités différentes, mais qu'il demandait conseil à Daniel pour savoir laquelle choisir. Léa est devenue manipulatrice d'une manière qui m'a choqué. Papa, maman dit que tu as été stressé par l'argent. Peut-être que tu devrais prendre ta retraite anticipée et laisser tonton Daniel diriger l'entreprise. À 14 ans, elle poussait son père à abandonner tout ce qu'il avait construit. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée il y a 6 semaines. Je suis rentré tôt d'un chantier à cause de problèmes d'équipement et j'ai trouvé la voiture de Daniel dans mon allée. Pas cachée, pas garée discrètement, juste là dans mon allée comme s'il était chez lui. Je suis resté assis dans ma camionnette pendant 10 minutes, à écouter de la musique et à consulter mes emails, leur laissant le temps de réaliser que j'étais rentré. Quand je suis entré dans ma maison, Daniel était entièrement habillé, assis à la table de ma cuisine avec Sophie, en train de prendre un café. Léa faisait ses devoirs à proximité. « Salut, frérot », a dit Daniel nonchalamment. « Je suis juste passé prendre des nouvelles de Sophie et des enfants. Tu sais comment Isabelle s'inquiète quand je travaille tard. » Sophie portait un peignoir en soie à 15 h un mardi. Ses cheveux étaient mouillés d'une douche. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. « Chérie, tu es rentré tôt. Tout va bien ?» L'audace était à couper le souffle. Ils étaient si confiants dans ma stupidité qu'ils ne se sont même pas donné la peine de trouver une bonne couverture. « Juste quelques problèmes d'équipement, ai-je dit. Rien de grave. »« Bien, » dit Daniel en se levant. « Bon, je devrais y aller. Merci pour le café, Sophie. Et ne t'inquiète pas pour ce dont on a discuté. Tout va s'arranger. » Il m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. Il m'a réellement serré dans ses bras avant de partir. Son alliance était dans la poche de son pantalon. Le rouge à lèvres de Sophie était légèrement bavé. Léa a levé les yeux de ses devoirs et a souri innocemment. « Comment s'est passée ta journée, papa ?» Cette nuit-là, j'ai pris ma décision finale. Ils ne se contentaient pas de me tromper. Ils insultaient mon intelligence en le faisant. Mon propre frère pensait que j'étais trop stupide, trop confiant, trop pathétique pour jamais le découvrir. Il était temps de leur montrer à quel point ils avaient tort. La semaine dernière, j'ai mis mon plan à exécution. La beauté de la gestion d'une entreprise technique est que tout doit être parfaitement synchronisé et exécuté. Une erreur et tout le projet échoue. Le même principe s'applique à la destruction des personnes qui vous ont trahi. Phase 1, la dévastation financière. J'avais passé des mois à déplacer des actifs hors des comptes joints et dans des entités protégées. Sophie ne l'a jamais remarqué parce que je maintenais le même montant sur notre compte courant. J'ai juste remplacé nos économies par de la dette. J'ai contracté une ligne de crédit commercial garantie par les actifs de l'entreprise. Je l'ai utilisée pour financer ses dépenses tout en mettant notre argent réel en sécurité. Lundi matin, j'ai fermé toutes les cartes de crédit et tous les comptes bancaires joints. Sophie l'a découvert lorsque sa carte a été refusée aux Galeries Lafayette. Elle m'a appelé en hurlant. « Qu'est-ce que tu as fait à nos comptes ? » Je les ai consolidés pour de meilleurs taux, ai-je menti doucement. La nouvelle carte devrait arriver mercredi. Elles ne sont pas arrivées mercredi parce que je ne les avais jamais commandées. Phase 2, détruire Daniel. Mardi,
j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon avocat et mon comptable. Je leur ai présenté les preuves du détournement de fonds et de l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise par Daniel, je leur ai fait rédiger des documents de licenciement et une demande de remboursement des fonds volés. Daniel est arrivé au travail mercredi matin pour trouver ses codes d'accès changés, son bureau vidé, et un agent de sécurité attendant pour l'escorter hors de la propriété. Son véhicule de société était sur le parking avec un dépanneur en train de l'attacher à une remorque. Il m'a appelé 17 fois. J'ai répondu au 18e appel. Mais qu'est-ce qui se passe, Julien? Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. On est de la famille. La famille ne se vole pas entre elles, ai-je dit calmement. Regarde ta lettre de licenciement. Elle inclut la documentation de 47 000 € de fonds détournés et de ressources d'entreprise utilisées à mauvais escient. Tu ne peux rien prouver. J'ai des reçus, Daniel. Des photos, des relevés de cartes de crédit, des journaux GPS des véhicules de l'entreprise. Devrais-je envoyer des copies à Isabelle, ou préfères-tu lui dire toi-même que tu as volé ton frère pour financer ta liaison avec sa femme? La ligne est devenue silencieuse. Tu es fou, a-t-il chuchoté. Non, je suis méticuleux. Oh, et Daniel, les impôts vont te contacter au sujet de revenus non déclarés. Tu ferais mieux de trouver un bon comptable. Phase 3, les enfants apprennent les conséquences. Le fonds d'études de Marc était uniquement à mon nom. Un plan d'épargne que je finançais depuis 12 ans. Mercredi après-midi, je l'ai liquidé et j'ai transféré l'argent à ma société protégée. 180 000 € envolés en une seule transaction. Le fonds pour la voiture de Léa a subi le même traitement. Elle s'attendait à une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire le mois prochain. Ces 45 000 € sont juste devenus du capital d'exploitation pour ma nouvelle entreprise. Jeudi matin, j'ai annulé leur forfait de téléphonie mobile, je les ai retirés de mon assurance maladie en tant que personne à charge, et j'ai fermé les comptes de carte de crédit qu'ils utilisaient pour l'essence et les dépenses. Marc l'a découvert quand il a essayé d'acheter son déjeuner à l'école et que sa carte a été refusée. Léa l'a découvert quand son téléphone a été coupé pendant les cours. Ils ont tous les deux appelé Sophie, paniquée. Sophie m'a appelé, furieuse. Tu punis les enfants pour nos problèmes. Je leur apprends que les actions ont des conséquences, ai-je répondu. Ils ont choisi de t'aider à me trahir. Maintenant, ils vont voir à quoi ressemble la vie sans mon soutien financier. Ce ne sont que des enfants. Marc a 17 ans, assez vieux pour effacer des enregistrements de sécurité et mentir à son père. Léa a 14 ans, assez vieille pour créer de faux alibis pour la liaison de sa mère. S'ils sont assez vieux pour commettre des crimes, ils sont assez vieux pour faire face à la justice. Sophie m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto de Marc. Papa, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin d'expliquer. Je n'ai pas rappelé. Phase 4, le retour à la réalité de Sophie. Vendredi matin était magnifique. Je me suis levé tôt, j'ai préparé du café et je suis allé au travail comme n'importe quel autre jour. J'ai laissé Sophie dormir dans notre lit, le lit où elle avait été intime avec mon frère des dizaines de fois pendant que je travaillais pour payer son style de vie. À 9 heures précises, pendant que Sophie était à son cours de yoga, l'entreprise de déménagement est arrivée chez nous. Je les avais engagés pour enlever et entreposer tous mes biens personnels, les meubles que j'avais achetés avant le mariage, les outils, l'électronique, mes vêtements, tout ce qui était légalement à moi. Je leur ai aussi fait enlever tout ce que j'avais acheté pour les enfants. Leurs meubles de chambre, ordinateurs, consoles de jeux, équipements sportifs. Tout acheté avec mon argent, tout techniquement ma propriété. Ils ont été efficaces. À midi, la maison avait l'air d'avoir été cambriolée. Sophie est rentrée pour trouver des pièces vides et une note sur le comptoir de la cuisine. Je sais tout. Les papiers du divorce te seront signifiés lundi. Ne me contacte pas directement. Toute communication se fera uniquement par l'intermédiaire des avocats. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. J'étais déjà à 200 km de là, en route vers ma nouvelle vie. C'était il y a 3 mois. J'écris ce dernier chapitre depuis mon chalet dans les Alpes où j'effectue des installations CVC spécialisées pour des résidences de montagne de luxe. Le travail est stimulant, le salaire est excellent, et personne ici ne connaît mon passé. Mon avocat a géré la procédure de divorce. Avec les preuves que j'avais recueillies, il n'y a eu pratiquement aucune opposition.
Sophie a obtenu exactement ce à quoi elle avait droit en vertu de la loi. Rien de plus, rien de moins. La maison a été vendue pour rembourser les dettes qu'elle avait accumulées. Rappelez-vous, j'avais remplacé nos économies par de l'argent emprunté. Après les frais de justice et le règlement des dettes, elle est partie avec environ 15 000 euros. La vie de Daniel a complètement implosé. Sa femme, Isabelle, a divorcé quand elle a découvert la liaison et le détournement de fonds. Elle est retournée dans sa ville natale avec leurs enfants. L'enquête fiscale que j'avais déclenchée a révélé 3 ans de fraude fiscale. Il fait actuellement face à des accusations et doit plus de 200 000 euros d'arriérés d'impôts et de pénalités. Il a essayé de lancer sa propre entreprise de plomberie, mais n'a pas pu obtenir de caution en raison de ses problèmes juridiques. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme journalier pour 15 euros de l'heure. Les enfants ont appris ce qu'est la vie sans l'argent de papa. Marc a dû contracter d'énormes prêts étudiants pour aller dans une université moins prestigieuse que celle qu'il avait prévue. Léa a trouvé un travail à temps partiel dans un fast-food pour payer son propre téléphone et ses vêtements. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de Sophie. Elle avait réussi à retrouver mon nouveau numéro. Probablement en engageant un détective privé avec de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser. Julien, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. J'ai failli raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Tu as 5 minutes. J'ai fait une terrible erreur, dit-elle en pleurant. J'étais confuse. Je traversais une sorte de crise de la quarantaine. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Pendant 2 ans. Je sais comment ça paraît, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Daniel m'a convaincu que tu ne m'appréciais pas, que tu me freinais. Je vois maintenant qu'il ne faisait que m'utiliser. Oh, comme la roue a tourné. Que veux-tu, Sophie? Je veux récupérer ma famille. Je veux rentrer à la maison. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Rentrer où? La maison est vendue. Les enfants te détestent pour les avoir impliqués dans tes mensonges. J'ai commencé une nouvelle vie à des milliers de kilomètres. J'irai n'importe où. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, Julien. Je ne peux pas survivre seul. Tu aurais dû y penser avant de m'appeler ce plombier têtu dans tes textos à mon frère. Long silence. Tu as vu ça? J'ai tout vu, Sophie. Chaque photo, chaque message, chaque plan que vous avez fait pour me détruire. Tu n'as pas seulement trompé. Tu as conspiré avec mon propre frère pour voler ma vie. J'étais en colère quand j'ai écrit ces choses. Je ne les pensais pas. Si, tu les pensais. Tu pensais chaque mot. Tu as épousé un artisan en pensant que tu pourrais le transformer en autre chose. Et quand ça n'a pas marché, tu as décidé de l'échanger contre son frère. Plus de pleurs. Et les enfants? Ils ont besoin de leur père. Les enfants ont choisi leur camp. Ils ont passé 2 ans à me mentir en face, à t'aider à détruire notre famille. Marc est un adulte maintenant. Il peut prendre soin de lui-même. Léa apprendra ce que signifie l'intégrité, même si c'est de la manière forte. Julien, s'il te plaît. Je travaille chez Carrefour maintenant. J'ai à peine de quoi payer le loyer. Mes amis ne me parlent plus. Ma propre famille pense que je suis dégoûtante. Je n'ai rien. Bien, ai-je dit. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que ma femme et mon frère avaient passé 2 ans à planifier la destruction de tout ce que j'avais construit. Je signerai n'importe quel contrat de mariage que tu veux. Je renoncerai à tous les droits sur tes biens. Je veux juste une chance de réparer ça. Il n'y a rien à réparer, Sophie. C'est fini entre nous. C'était fini le moment où tu as décidé de coucher avec mon frère dans mon lit. Qu'est-ce que je suis censé faire? La même chose que j'ai faite quand j'avais 16 ans et que je n'avais rien. Travailler. Te débrouiller. Construire quelque chose de tes propres mains au lieu d'essayer de voler ce que les autres ont construit. J'ai raccroché et bloqué le numéro. 2 jours plus tard, Marc a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Papa, s'il te plaît. Maman m'a dit qu'elle t'avait parlé. Je sais que tu nous détestes, mais nous sommes désespérés. Je ne te déteste pas, Marc. La haine exige de se soucier de quelqu'un. Je suis indifférent à vous. Je sais que j'ai tout gâché.
Je sais que je n'aurais pas dû aider maman à te cacher des choses, mais j'avais peur. Elle disait que si tu découvrais, tu divorcerais et nous perdrions tout. Alors, à la place, tu l'as aidé à planifier ma destruction en premier. Ce n'était pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait vraiment. Tu pensais que tu protégeais la famille en effaçant les enregistrements de sécurité et en me mentant en face pendant 2 ans. J'étais juste un gamin. Tu étais assez vieux pour commettre des crimes, Marc. Tu étais assez vieux pour me regarder dans les yeux et mentir. Tu étais assez vieux pour aider ta mère et mon frère à me détruire. Papa, je ne peux pas me payer l'université. Les prêts ne suffisent pas. Léa a des difficultés à l'école parce qu'elle doit travailler. Maman peut à peine payer le loyer. Ça ressemble à un problème personnel. Nous sommes ta famille. Non, vous ne l'êtes pas. Ma famille n'aurait pas passé 2 ans à comploter contre moi. Ma famille ne m'aurait pas traité de stupide dans mon dos. Ma famille n'aurait pas aidé quelqu'un d'autre à me voler. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on te supplie? Je ne veux rien que vous fassiez, Marc. Je veux que vous me laissiez tranquille et que vous vous débrouilliez dans vos propres vies. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Très bien, dit-il avec colère. Mais ne t'attends pas à ce que nous te pardonnions un jour de nous avoir abandonnés. Ce n'est pas moi qui ai besoin de pardon, ai-je répondu et j'ai raccroché. Hier, Léa a essayé une approche différente. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite par l'intermédiaire de mon avocat. Fille intelligente, elle a trouvé comment me joindre alors que tout le reste était bloqué. La lettre faisait 2 pages d'excuses, de regrets et de supplications. Elle prétendait n'avoir que 12 ans quand ça a commencé et ne pas comprendre ce qui se passait. Elle disait qu'elle pensait aider sa mère à être plus heureuse pendant que j'étais toujours au travail. Elle demandait si je pouvais les aider à trouver un travail ou à se remettre sur pied. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans ma cheminée et je l'ai regardée brûler. Voici ce que les gens ne comprennent pas à propos de la trahison. Il ne s'agit pas seulement de la tromperie ou du mensonge. Il s'agit du manque de respect fondamental. Sophie n'a pas seulement couché avec Daniel. Elle m'a ridiculisé dans ma propre maison. Mes enfants n'ont pas seulement gardé des secrets. Ils ont activement participé à l'humiliation de leur père. Ils pensaient que j'étais trop stupide pour le découvrir, trop attaché à eux pour jamais partir. Ils avaient tort sur toute la ligne.